l'exploitation des potentiels de cette Afrique qui bouge. Nous proposons également d'inscrire dans le contrat d'objectifs et de moyens de l'AFD un mandat de dialogue avec les entreprises privées et les bureaux d'études et de promotion de l'économie française autour de l'expertise. Il ne s'agit pas de relier l'aide, mais de faire en sorte que, notamment en matière d'expertise, l'AFD puisse travailler avec les entreprises pour définir secteur et géographie où elles ont un avantage compétitif dans les domaines qui, par ailleurs, contribuent au développement. Nous pensons par ailleurs qu'il faut renforcer les exigences environnementales et sociales dans les appels d'offres financés par la COP française, coopération, afin de pouvoir éliminer au stade de la préqualification et de l'évaluation celles qui ne seraient pas conformes à ces exigences. Et nous pensons qu'au niveau international, il faut poser la question de la réciprocité avec les pays émergents qui, eux, pratiquent l'aide liée très souvent, comme vous le savez. En matière d'approvisionnement stratégique, nous demandons qu'un bilan des intérêts français en Afrique en matière d'hydrocarbures et de minéraux soit actualisé par le COMES et le SGDSN. Dans le même temps, la France doit tendre vers l'exemplarité en matière de transparence des industries extractives. Quatrième priorité, la stabilité et la sécurité du continent. Notre diagnostic nous conduit à être favorable au maintien de 8 points d'appui militaire en Afrique. Abidjan, Dakar, zone sahélienne, c'est-à-dire Mali, Niger, Burkina Faso, Libreville, N'Djamena, Bangui, Djibouti et l'île de la Réunion. Nous croyons que la volonté de ne plus figer les effectifs et d'avoir un dispositif souple et réactif est pertinente. Nous pensons qu'il faut dédier de façon visible 4 pôles à la coopération avec les 4 organisations régionales. À Libreville, avec la brigade centre de la CEAC. À Dakar, avec la brigade de l'Ouest de la CEDEAO. À La Réunion, avec la brigade sud de la CSADC. Et à Djibouti, face à l'IGAD. Il faut afficher clairement la volonté française de participer à l'architecture de sécurité africaine. C'est ce que nous appelons donner un sens africain à la présence militaire française. À cet égard, nous pensons qu'il faut renforcer les crédits de la DCSD et de développer les écoles nationales à vocation régionale, avec des financements croisés avec l'ensemble des ministères concernés et un recours croissant au financement européen. 5e priorité, les aspects plus politiques. Il nous faut maintenir un discours français sur la démocratie, mais pas simplement pour la forme. Nous proposons que ce discours soit centré non pas sur la procédure formelle d'élection, mais pour privilégier la notion de pluralisme et de contre-pouvoir. Pour ce faire, nous proposons notamment la constitution de fondations en faveur de la vigilance citoyenne, de contre-pouvoir, de médias, de parlements, de société civile, et entretenir un dialogue avec cette société civile à travers les ONG, les collectivités territoriales. Ce qui n'exclut nullement le dialogue évident d'État à État. 6e priorité, la coopération au développement. En dehors de la création du ministère de plein exercice, qui exerce la responsabilité des programmes 110 et 209, qui sont actuellement gérés l'un par Bercy, l'autre par le Quai d'Orsay, nous proposons de simplifier l'organisation de réseaux de coopération. Il nous faut poursuivre la réforme de 1998 et la mener à son terme, mettre fin à la double compétence des SCAC et des agences de l'AFD, et de réduire ainsi le coût de nos réseaux en s'appuyant principalement sur les agences de l'AFD sous l'autorité des ambassadeurs. Cela signifie poursuivre des transferts de compétences opérationnelles au profit de l'AFD, de façon à ce que les FSP, hors domaine strictement régalien comme la police et la justice, soient gérés par l'AFD. Voilà ce qui est pour ce qui est de l'organisation institutionnelle. S'agissant des financements, nous estimons qu'il faut redresser l'équilibre des contributions bilatérales et multilatérales de façon à retrouver un niveau d'intervention sous forme de subventions supérieur à 500 millions à la fin du triennum budgétaire. Parallèlement, nous ne pouvons qu'encourager le gouvernement à accroître la part de la taxe sur les transactions financières françaises affectée à la coopération, à achever le processus d'adoption de la TTF européenne et de poursuivre le travail de conviction pour l'adoption d'une TTF au niveau mondial. Pour ce qui est des prêts, qui représentent 80% de l'activité de l'AFD, nous plaidons fermement pour une augmentation de ses fonds propres
et mon collègue Perronnet s'y active, et la suppression du plafond de ses effectifs. 7e priorité, promotion de l'expertise française. L'Afrique bénéficie aujourd'hui d'un afflux de capitaux privés et publics, si bien que le nerf de la guerre pour des bailleurs de fonds relativement modestes comme la France, c'est évidemment la diffusion à travers ces financements d'une expertise qui déploie en Afrique des normes, des habitudes et des valeurs qui peuvent nous lier aux pays africains et favoriser les échanges à la fois intellectuels et commerciaux. Or, dans ce domaine, nous avançons en ordre dispersé et il y a des sources de financement à peu près dans tous les ministères et presque autant d'opérateurs. Il y a donc matière de développement d'autres préconisations, notamment sur la nécessité de développer des coopérations triangulaires avec des pays émergents, démocratiques, comme l'Afrique du Sud, Brésil et Inde. 8e priorité, renforcement de la francophonie. Il n'y aura pas de dividende démographique automatique si nous ne formons pas des maîtres d'école dans les pays francophones. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut absolument renforcer notre participation au partenariat mondial pour l'éducation, qu'il faut promouvoir des partenariats publics-privés en faveur du développement de systèmes de formation professionnelle en Afrique. Il y a une formidable demande en matière de formation professionnelle en Afrique. Nous avons un savoir-faire, nous avons des entreprises susceptibles d'être intéressées par des investissements dans des unités de production en Afrique. Des projets très intéressants ont été implantés au Maroc, en Tunisie. Nous pensons également que la promotion de la francophonie passe par la création, alors nous allons en contre-courant, je le sais, mais d'une université francophone pilote, à l'image de celle qui a été de Paris-Sorbonne à Abu Dhabi. Eh bien, nous pensons que ça serait très bien d'en créer une à Dakar. 9e priorité, l'immigration. J'ai presque terminé, monsieur le modérateur. Très bien, il vous reste 10 secondes. 9e priorité, immigration. Ces 10 dernières années, il y a eu une incohérence entre notre politique d'influence qui visait à former et à tisser des liens forts avec les élites africaines et notre politique migratoire qui a détourné de la France non seulement des étudiants, mais également des artistes, des hommes d'affaires, des amoureux de la France. Nous proposons d'assouplir le code de l'entrée et du séjour des étrangers de façon à instaurer des visas pluriannuels calqués sur la durée des études, à permettre l'exercice d'une première expérience professionnelle pour les étrangers juste diplômés d'un établissement d'enseignement supérieur français, et enfin, on peut faire un peu de provocation, puisque nous, parlementaires, on est libres, d'accorder un visa illimité aux étudiants ayant obtenu un doctorat en France. Ces réformes doivent être accompagnées d'une redynamisation de la politique d'accueil des personnalités d'avenir, de la gestion du réseau des anciens élèves des lycées français à l'étranger. Voilà ce qui est pour l'accueil des élites africaines en France, dont une majeure partie retournera dans une Afrique qui offre aujourd'hui de nombreuses opportunités pour les plus qualifiés d'entre elles. S'agissant de l'immigration économique, ou de celle en provenance de zones désertées par le développement, ou soumises à des régimes dictatoriaux, très autoritaires. Chacun est bien conscient qu'il n'y a pas de solution à court terme. La Méditerranée n'a jamais été une frontière. Elle ne sera pas plus demain qu'hier. La solution, évidemment, en termes historiques, c'est le développement harmonieux de l'Afrique. En attendant, nous estimons qu'il faut entretenir le dialogue avec le pays d'origine sur les questions migratoires, sans tabou. Il faut pouvoir parler aux autorités africaines des besoins réciproques de chaque pays, de la question des filières clandestines, de celle de la fraude documentaire. Ce n'est pas en ignorant ces questions que nous allons les résoudre. Il convient par ailleurs de relancer la politique de développement solidaire qui prenait appui sur les diasporas présentes en France. Cette politique a été quelque peu discréditée par le lien qui avait été fait avec l'immigration clandestine, mais il y a pourtant là une piste à creuser. Vous savez qu'aujourd'hui, les transferts financiers des diasporas de l'Europe vers l'Afrique sont supérieurs à l'aide publique au développement. Dernier point, cher modérateur, c'est de définir une stratégie africaine de la France dans les instances multilatérales et européennes. Il nous faut convaincre nos partenaires européens qu'il y a là un axe stratégique majeur pour les décennies à venir. Les transferts économiques que nous avons opérés vers les pays de l'Est
sont aujourd'hui sans commune mesure avec ceux que nous consacrons à la rive sud de la Méditerranée. Il y a là un rééquilibrage à opérer qui exigera un travail de conviction. L'opération Serval y a contribué, mais il faut poursuivre. De même, nous n'avons pas de stratégie française globale dans les instances multilatérales, ce qui nous empêche évidemment d'avoir une stratégie concertée suffisante sur les questions africaines. Là encore, il y a un travail de coordination à renforcer si nous voulons que nos contributions financières dans ces organismes poursuivent bien les objectifs cohérents avec nos priorités. Nous ne prenons pas, avec les collègues de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale et des Forces armées, de révolution. Nous avons bien conscience que l'Afrique n'est qu'une partie du monde, qu'elle ne représente pour l'instant que 2% du commerce international et que demain ce sera peut-être 4 ou 5. Nous savons bien qu'il y a l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, mais une Afrique de 2 milliards d'habitants à 14 km du sud de l'Europe, avec autant d'opportunités et de risques, devrait être une préoccupation centrale de la France et de l'Europe. Et puis, chers amis, j'en terminerai là-dessus. Évidemment, même si je sais que ce n'est pas bien de le dire, nous aimons l'Afrique. Voilà, donc tout d'abord, merci à l'AFD pour cette très belle invitation. Merci à vous tous d'être là dans cette belle salle Jacques Alliot, si nombreux. Il faut qu'il montre en tout cas que ce rapport suscite de l'intérêt et peut-être, on va le voir tout à l'heure, des passions, ce que j'espère. J'introduirai mon propos avec un petit mot de précaution, mais vous l'avez déjà dit en partie. J'ai été le directeur de cabinet de Jean-Marie quand il était secrétaire d'État à la coopération et à la francophonie. Donc je dois dire que spontanément, je partage plutôt spontanément un certain nombre de ces idées, des choses qu'on a faites ensemble, et donc je manque peut-être un petit peu d'objectivité sur l'analyse du rapport. Donc une petite note de précaution sur mes qualités scientifiques pour pouvoir être totalement cadré et objectif. Alors je voudrais quand même saluer, et je pense que vous l'avez vu vous-même, si vous avez eu la curiosité d'aller feuilleter, de feuilleter ce rapport, de l'imprimer, de le feuilleter. C'est pas un bon investissement pour les arbres, en parenthèse. Mais, 11 € depuis ce matin. Mais il est à 11 € depuis ce matin en version, voilà, quand même beaucoup plus agréable à lire. C'est un rapport donc très complet, exhaustif, à la fois sur l'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique de demain, des enjeux et défis que vous décrivez fort bien, démographiques, économiques, urbains, le défi de la jeunesse, les défis du développement durable, de l'environnement, des migrations, bon, des menaces d'instabilité croissante, des questions de sécurité. Mais vous examinez aussi, et je crois avec beaucoup de sérieux et d'attention, les différentes facettes de la relation de la France vis-à-vis de l'Afrique, et aussi des stratégies des autres acteurs internationaux, les anciens acteurs comme les États-Unis, mais aussi les acteurs émergents, comme la Chine, le Brésil, l'Inde et d'autres. Une série impressionnante de priorités que le sénateur Lorjou vient de nous lister, 10 priorités, et de mesures et recommandations qui sont au nombre de 70. Cet effort d'exhaustivité et d'information, je dois dire, allez, je vais employer un grand mot, mais est exceptionnel. En tout cas, je crois qu'on ne trouve pas de somme aussi complète, aussi synthétique, aussi multifacette sur le sujet que la vôtre. Et donc, on ne peut que vous en féliciter très chaudement. Évidemment, l'AFD m'a demandé d'être discutant, donc il faut bien que je soulève quelques points critiques ou quelques points d'interrogation. Qui ne sont pas une incitation à ne pas lire le rapport, hein, bien au contraire, c'est une incitation à le lire et à le travailler. Car je crois que ce rapport, fondamentalement, doit susciter, et c'est d'ailleurs ce que vous espérez, un espace de dialogue et de construction de la relation Afrique-France, sur laquelle je reviendrai peut-être. Peut-être une question préliminaire que je soulève d'ailleurs sans avoir vraiment la réponse. Vous proposez ce livre blanc sur l'Afrique, sur la relation stratégique avec l'Afrique. Vous-même, vous avez fait ce travail sur l'Afrique. Je ne suis pas certain que pour d'autres zones du monde, on ait fait le même type de travail sur l'Afrique. Est-ce qu'on aurait pu faire un livre blanc sur la relation France-Asie, sur la relation France-Amérique latine? On travaillera peut-être plutôt sur la relation France-Chine, sur la relation France-Brésil, sur la relation France-Inde. Est-ce qu'il faut cantonner l'Afrique à avoir l'approche africaine globale,
ou est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à avoir des déclinaisons à l'approche stratégique pays? Quoi de commun entre les enjeux que l'on peut retrouver en Afrique du Sud, en Éthiopie, en Égypte, au Nigeria, au Sénégal, pour croiser le continent? Donc une question, est-ce que nous n'aurions pas intérêt d'ores et déjà peut-être à passer à des approches plus nationales, stratégiques, parce qu'il y a des grands enjeux de relations de puissance avec des pays qui seront effectivement à eux-mêmes des enjeux qui seront des puissances émergentes, influentes à elles-mêmes. C'est pas l'Afrique, c'est le Nigeria ou l'Afrique du Sud sont des puissances. Les trois mon général, c'est-à-dire qu'on a voulu avoir une vision d'ensemble du continent, avec tout de même un certain nombre de points communs, de caractéristiques communes. On a voulu avoir également prendre en compte la réalité, d'ailleurs, y compris en termes d'organisation de l'Union africaine aujourd'hui, prise en compte plus forte des différentes régions et sous-régions. Et c'est à ce niveau-là que nous devons être de manière différenciée, mieux présents. Et puis enfin, comme Jean-Marc vient de le dire, chaque pays est différent et parfois des pays contigus ont eu des développements complètement différents. On a voulu tout de même éviter un piège, c'est de faire un distinguo, et souvent dans des discussions, des interrogations de personnes que nous avons pu rencontrer tout au long de ces mois, nous avons posé cette question, un distinguo en termes de développement par exemple entre l'Afrique francophone et d'autres morceaux d'Afrique, anglophones, lusophones, etc. Parce qu'une analyse un peu superficielle pourrait nous amener à porter peut-être un jugement critique, mais si on se situe sur un temps plus long de l'histoire récente, je dirais que c'est plus compliqué que ça. Mais je le cite quand même parce que ça fait partie des questions qu'il faut oser se poser. Voilà ma réaction. En un mot, En un mot. Je me souviens que lorsque nous étions jeunes députés, au moment de la chute du mur de Berlin, à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, nous étions quasiment les seuls à dire, car tout le monde se précipitait en disant notre avenir est à l'Est, ce qui justifiait d'ailleurs l'élargissement vers l'Europe. Très bien. Et nous étions quelques plongés dans une solitude intellectuelle en disant non, notre avenir est en Afrique. Si on raisonne à l'échelle historique, lorsqu'on appréhende l'épaisseur stratégique des intérêts de la France, il est clair que c'est l'Afrique. Donc ce qui justifie non pas la spécificité, parce que on va dire ah oui encore la France, l'Afrique. Mais ce qui détermine l'intérêt supérieur de notre nation, si nous voulons garder notre rang, si nous voulons développer des affaires, dans le cadre d'un partenariat égalitaire avec nos amis africains, c'est là où nous avons des atouts, c'est là où il y a des richesses. Se lève dans l'est de l'Afrique tout un arc de gisements et de développement industriel, économique et financier considérable, et c'est donc je dirais que notre intérêt rejoint l'affection, si je puis dire. Donc stratégiquement, notre horizon, c'est clair pour moi, en tout cas, en termes historiques, c'est l'Afrique. Je le disais voilà 30 ans, je le dis encore aujourd'hui, et je pense que nous aurons raison de le dire demain. Alors, bonjour mesdames et messieurs. Donc, sur cette question de l'unicité de l'Afrique ou pas, je souhaitais intervenir parce que je crois qu'il faut quand même dire il suffit que les Africains aient décidé, enfin il y a 50 ans, l'organisation de l'unité africaine, il suffit qu'ils aient décidé qu'elle devait être une, pour qu'on admette qu'il y a une réalité de l'Afrique comme étant une. Voilà, c'est une réalité politique essentielle. Et après, il faut regarder évidemment la nature des sujets. Je crois qu'on est assez content que l'Afrique soit une quand l'Union africaine, dans son travail diplomatique qui précède l'opération Serval au Mali, apporte 52 voix et 2 abstentions à la République française sur la grave question de savoir qui introduit la demande de résolution au Conseil de sécurité pour rétablir la paix dans le Sahel. Eh bien, c'est l'Union africaine qui le fait. Donc, il y a de nombreux plans sur lesquels les Africains veulent que l'Afrique soit une. Et d'ailleurs, elle s'exprime, elle agit comme un sujet. Et ça se respecte, c'est vraiment fondamental, et vrai sur de nombreux plans, notamment politiques. Et puis vous savez, on est toujours quelque chose dans le regard de l'autre. Quand on a tous été assujettis, au fond, ça crée un lien très fort,
Et quand on s'est tous libérés, ça crée un lien encore plus fort, et tout ça, ce sont des facteurs d'unicité. Maintenant, dans le domaine économique, soyons pragmatiques, les organisations régionales sont fondamentales. Un pays comme le Bénin, dont j'ai la nationalité à côté de la nationalité française, ce n'est pas avec 10 millions d'habitants et 6 milliards d'euros de PIB qu'il va être une base d'industrialisation. Un ensemble comme la CEDEAO, dans lequel il est fondu et en union douanière, c'est 300 millions d'habitants et 300 milliards de dollars de PIB. Ça, c'est la dimension de l'industrialisation. Pour des entreprises, l'Afrique pertinente, elle est regroupées en unions régionales extrêmement pertinentes qui sont en train de se construire. Maintenant, si vous passez sur le plan culturel, il n'y a pas 54 Afriques. Heureusement qu'il y en a 540. Moi, j'étais le week-end dernier à Ouida. À Ouida, il y avait une opération intéressante de rénovation du patrimoine, auquel on s'était associé, et il y avait des expositions d'art de toute l'Afrique. Mais heureusement qu'à 50 km déjà du sud de Ouida au Bénin, la civilisation, la cosmogonie, la spiritualité est complètement différente. Il y a des sujets sur lesquels, heureusement, il y a 540 Afriques. Il y en a sur lesquels l'Afrique veut être une, et où les coûts de la non-Afrique sont exorbitants. Et puis il y en a d'autres qui sont régionaux, et on vit très bien avec ça. La nuance et la subtilité en fonction des sujets. Jean-Marc Châtaigny, un deuxième sujet, peut-être un deuxième poil à gratter, et ensuite j'aimerais qu'on écoute la salle, parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de questions dans la salle. On vous écoute pour cette deuxième intervention. Manifestement, vous avez décompté le temps de parole des sénateurs sur le mien. Enfin. Alors, j'ai quand même 3-4 choses, hein, permettez-moi. Une toute première chose suivante, c'est donc j'ai quand même essayé de trouver ce qui manquait dans le rapport, et bon, c'est compliqué, hein, parce qu'il faut le lire attentivement, et j'espère que vous serez plus perspicace ou meilleur lecteur que moi. Il y a quand même une dimension qui me semble peu présente, mais alors sans doute vous allez me confirmer l'explication que j'en ai trouvée. C'est la faible place que vous êtes accordée à la recherche pour le développement. L'Institut de recherche pour le développement est cité, je pense, 2-3 fois et de façon un petit peu anecdotique, surtout sous l'angle de mutualisation des objets de recherche. Le CIRAD n'est pas mentionné, sauf erreur de ma part, mais alors ça prouverait que j'ai mal lu les 600 pages, n'est pas mentionné une seule fois. Et donc ce sujet de recherche au sud, de développement au sud, me semble un petit peu manquer dans la dimension d'appréhension d'un certain nombre d'enjeux globaux. Il manque aussi dans la démarche de renforcement des capacités que nous pouvons avoir aussi par rapport à l'Afrique, aux équipes de recherche qui peuvent exister dans les pays africains, avec une recherche, la construction d'un objet de recherche qui ne peut pas se faire uniquement en France, à Washington, dans les bureaux de la Banque mondiale ou dans les grandes fondations américaines, mais qui doit se faire au sud. Et une des caractéristiques de cette recherche française partenariale au sud, ça a été la construction de ces capacités de recherche, notamment dans les pays africains. Ça m'a semblé manquer, mais alors... Je pense que la réponse, je la donne pour eux, auquel cas ils ne la retrouveraient pas, mais la réponse, vous l'avez dans un autre rapport du Sénat, sur lequel j'invite d'ailleurs l'AFD à faire... D'Angoéla. On allait le dire. Voilà. Parce qu'elle a co-signé notre rapport. Donc voilà. On a travaillé... Donc il est complémentaire. Donc si les 600 pages de ce rapport ne vous suffisent pas, je vous invite instamment à lire 500. les 300 pages supplémentaires rédigées par Angoéla, qui est sénatrice des Français de l'étranger, je crois, et Henri Drincourt, donc, qui a fait ce rapport remarquable sur la recherche au Sud, la recherche partenariale au Sud. N'empêche que ça aurait peut-être valu un petit chapitre de renvoi quand même dans votre rapport. Rien n'est parfait dans ce bas monde. Voilà, mais c'était surtout à l'attention du public que je voulais quand même attirer ce point. Sur la classification de votre rapport, il est quand même très touffu et vos recommandations sont très touffues. 10 priorités, 70 recommandations. Je vous avoue qu'on a parfois un petit peu de mal à s'y retrouver. On a des recommandations qui, honnêtement, sont parfois un petit peu microscopiques. Elles ont leur valeur. Je pense notamment à la question des fonds propres de l'AFD. Dans cette salle, il y a des millions de spécialistes, mais il y a des enjeux plus globaux. Il y a aussi peut-être la question, bien sûr, africaine, mais il y a aussi la question des politiques de développement. Et parfois, me semble-t-il,
vous avez oscillé entre les deux tendances que l'on retrouve d'ailleurs dans notre monde de développeurs et de spécialistes de l'Afrique, c'est-à-dire entre les personnes qui vont traiter le développement de façon générale, faire des recommandations sur le développement, et des recommandations spécifiquement dédiées au continent africain. Donc voilà, donc ça, j'ai un tout petit souci, et effectivement, ensuite, quand il faut vendre, d'ailleurs, vous l'avez fait très bien, monsieur le sénateur, quand il faut vendre 10 priorités et détailler un certain nombre de recommandations, c'est quand même un petit peu lourd, c'est pas forcément un message qui passe très clairement au niveau du grand public. Une question. Vous avez fait 4 recommandations, 4 critiques, 4 pointilleuses sur le fait qu'il manquait, qu'il y avait peut-être des ajouts. Quand ils font un diagnostic sur le recul de la France en matière de la francophonie, en matière de diplomatie, est-ce que vous dites ils ont raison? Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous êtes critique? Non, je ne suis pas surpris, c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein quand vous allez en Afrique. C'est vrai, alors, un des points que le rapport analyse bien et montre bien, alors c'est justement dans les enjeux sur lesquels je voulais revenir. Il y a trois, enfin, il y a les priorités, il y a les recommandations. Mais en amont des priorités et des recommandations, je voyais effectivement les enjeux. Et dans les enjeux que vous soulignez bien, et en particulier sur cette relation Afrique-France, il y a, me semble-t-il, la question très forte du récit et de l'image, du récit de cette histoire africaine, de ce rapport à l'Afrique de la France. En France, alors, l'Afrique, continent d'avenir, j'ai regardé quelques réactions parfois de votre rapport, sur votre rapport. Immédiatement, l'image qui émerge en France et que nos compatriotes retiendront plus facilement, c'est un certain nombre d'images plus négatives. L'Afrique, terre du terrorisme, les récents événements tragiques au Mali, à Kidal. L'Afrique, terre de misère, les migrants là qui coulent malheureusement, enfin, ces terribles tragédies de Lampedusa. L'Afrique, terre de barbarie, regardez ce qui se passe en Centrafrique. Donc on est très loin de l'Afrique émergente aussi, défendue par Lionel Zinsou. Donc comment construire le récit positif, comment sortir du cantonnement africain et comment donner cette impulsion? Alors vous recommandez de le faire, mais je trouve que vous ne donnez pas forcément la recette pour le faire. Et là j'aurais bien voulu les interpeller spécifiquement là-dessus. C'était une question que j'avais aussi, effectivement, sur, au-delà du diagnostic, votre recette, un diagnostic qui est assez sombre. Quels sont les éléments qui font que la France peut reprendre pied dans ce discours général, enfin, diplomatie, d'économie? Comment on fait? J'ai sans doute mal rédigé un certain nombre de paragraphes, car je ne suis ni afro-pessimiste, je suis afro-réaliste tout simplement. Je dis que, indépendamment de l'affection personnelle qu'on peut avoir pour ce continent, notre travail est un travail, ce n'est pas une agrégation, une thèse de doctorat, c'est un rapport sénatorial. Donc il est tout à fait normal qu'il recèle plein de lacunes ou de vacuités, et vous voudrez bien nous en excuser. C'est un rapport sénatorial, c'est un rapport parlementaire. Il a pour vocation de dire deux choses. Il a pour vocation de dire l'Afrique est un grand continent qui va se développer, quelles que soient les disparités régionales, quels que soient les problèmes conjoncturels. Et dans l'épaisseur stratégique, je reprends cette formule de l'histoire, il est clair que nous avons là un continent de grand développement demain. Deuxièmement, que doit faire la France, non seulement compte tenu de son passé, mais de ses intérêts dans le futur? Et établissons le diagnostic, c'est ce qu'a fait tout à l'heure Jean-Marie, et essayons de préconiser, alors sans nul doute d'une manière touffue, des préconisations stratégiques, des préconisations tactiques, des préconisations structurelles, des préconisations politiques, organisationnelles, oui, tout à fait. Mais si déjà ce rapport permettait d'abord aux politiques de s'y intéresser et peut-être d'y glaner quelques idées intéressantes, à tous ceux qui sont intéressés par les rapports avec l'Afrique, à tous ceux qui aiment la France et qui veulent lui garder son rang dans le monde, malgré la dureté des temps, eh bien, s'ils picorent dans ce rapport et qu'ils y trouvent quelques graines, eh bien, tant mieux. Nous n'avons pas d'autre vocation. Il y a des amis, je pense notamment à Lionel ici présent,
qui s'y connaissent bien mieux que nous et qui peuvent apporter des éclairages de fond sur ces questions. Mais nous avons vocation à déclencher, si nous le pouvons, une prise de conscience chez nos compatriotes, parce que nous sommes intimement persuadés que cette orientation stratégique est fondamentale et pour nos intérêts, et nous le pensons un petit peu également pour nos amis africains. Jean-Marie oui, Bocquet, je n'ai pas... et la salle ensuite. Bien sûr, je ne vais pas répéter ce qui vient d'être dit, donc je poursuis le propos. Le caractère touffu des 70 propositions nous a amené, in fine, à les transformer en 10 priorités, car nous avons tout à fait conscience qu'elles ne sont pas de même importance. Et en même temps, certaines propositions qui paraissent plus ténues que d'autres, vous savez, on dit souvent que le diable se situe dans les détails, sont des réponses à des manques ou à des questions extrêmement précises, et on n'a pas voulu les laisser de côté. Mais les 10 priorités permettent de donner de la perspective à l'ensemble. Première remarque. Donc vous nous dites Deuxième... les 10 priorités, parce que Jean-Marc Chadénier disait c'est quoi votre recette Oui. Concrètement. Deuxième remarque sur le... Mais il n'y a pas de recette. Alors bon. Deuxième remarque sur le... Au pluriel ou au singulier? Deuxième remarque sur le récit. Bon, d'abord, ce que vous avez dit tout à l'heure sur le rappel un peu des horreurs, de tout ce qui ne va pas, ça, c'est le récit quotidien des médias, c'est l'air du temps, et c'est le sentiment qu'ont encore beaucoup de nos concitoyens que l'Afrique, c'est plus négatif que positif. Et quand on lit ce travail, et l'intérêt des 500 pages, on s'est posé la question, on aurait pu faire un rapport de 80 pages ou de 100 pages, c'est qu'il y ait ce récit, qu'on rentre dedans. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit, je l'ai lu, c'est passionnant, même des gens qui ne sont pas des spécialistes de l'Afrique. Alors, c'est passionnant, j'en sais rien, je ne suis pas en train de dire c'est génial, mais en tout cas, on est rentré dans l'idée et on en est ressorti avec le sentiment qu'il y a au fond beaucoup plus d'aspects positifs, de changements considérables, hein, d'espérance, que ce qu'on pensait. Donc déjà, de ce point de vue-là, le travail a été fait. Alors, néanmoins, imaginez un instant qu'on ait fait un rapport irénique, hein, ne parlant pas de ce qui ne va pas, de ce qui est gravissime, on perdait toute crédibilité. Et si on revient à la France, au fond, sur un certain nombre de sujets, je le disais tout à l'heure dans mon propos liminaire, pas de développement sans sécurité, pas de sécurité évidemment durable sans développement. La France aujourd'hui, quels qu'aient pu être nos défauts, nos erreurs, etc., on peut battre notre coulpe et il faut parfois le faire, mais quand même, dans le contexte actuel sécuritaire, notre nouvelle présence multilatérale, Lionel Zinsou l'a très bien rappelé tout à l'heure, on est vraiment dans une démarche qui n'est pas celle qui aurait pu exister il y a 20 ou 30 ans. Au fond, on montre que même sur les questions les plus difficiles qui aujourd'hui plombent encore l'Afrique par moments ou à certains endroits et donnent cette image, puisque vous avez parlé de récit et d'image, eh bien, nous pouvons non seulement être là quand il le faut, mais ensuite dans la durée, construire avec nos amis africains, avec les organisations qui les représentent, soit régionalement, soit sur l'ensemble de l'Afrique. Là aussi, le rôle de l'Union africaine et notamment son renforcement en matière de sécurité partagée, nous pouvons accompagner une démarche avec la perspective qu'un jour, eh bien, cette démarche sera complètement autonome. Et là, au fond, même sur les questions difficiles, et là, il y a un rôle particulier de la France aujourd'hui, nous pouvons porter un regard positif. Mais on n'a pas de recette, nous ne sommes pas l'exécutif. Hein. Nous faisons des propositions, nous marquons des priorités pour changer la donne, pour changer la relation et pour qu'effectivement l'Afrique soit notre avenir, que nous soyons l'avenir de l'Afrique. Après, il y aura des opportunités, il y aura des événements, il y aura des moments formidables, il y aura des échecs, il y aura des conflits, on s'adaptera et dans 10 ans, que dis-je, dans 2 ans, ce rapport sera à réécrire. Mais peu importe, si on a pu donner une impulsion, changer le regard quelque peu, on aura fait notre job. Je voulais dire 2 choses et 2 faits. 2 choses, c'est 2 références littéraires sur l'Afrique. Jean Audibert qui disait « Jamais je n'ai cessé d'apprendre l'Afrique ».
C'est, je crois, à la fois un thème et un livre qui est tout à fait essentiel. Et je dirais en tout cas, je crois, beaucoup ici à l'AFD, on se livre ses idées en tête. Et d'autre part, un ouvrage qui date des années 90, qui s'appelait Besoin d'Afrique, d'Éric Fotorino et d'Éric Orsena. Et je crois que ce sont des choses qui ont été un petit peu oubliées, parce que l'afro-pessimisme des années 2000, et on avait raison d'être afro-pessimiste, eh bien, ont fait que ces éléments-là ont été un petit peu passés de mode. Vous allez dire que des références littéraires pour un banquier, c'est quand même assez bizarre, mais dans les faits que je voulais vous indiquer, je pense que je vais revenir au métier de banquier de l'AFD. L'AFD, il y a 8 ans pour l'Afrique, c'était un peu moins d'un demi-milliard d'euros d'engagement au total pour le continent. Nous espérons que sur l'année 2013, nous allons être pas très loin avec les opérations de notre filiale Proparco, d'environ 2,8-2,9 milliards, peut-être un petit peu plus, d'euros d'engagement. Il y a donc eu une multiplication extraordinaire des opérations de la France en matière d'aide au développement et au développement tout court, au financement, et je dirais sous toute une série de formes. L'Afrique subsaharienne, pour l'Agence française de développement, c'est 49 pays. Nous ne sommes pas actifs dans les 49 pays, nous sommes actifs dans un peu plus de 35-36 pays. Mais je crois que ce qui est important, c'est effectivement cette extraordinaire augmentation qui a pris toute une série de formes, des subventions, des C2D, des prêts non concessionnels. Je vais arrêter là, je dirais, l'énoncé de l'ensemble des produits financiers que nous avons. Mais je crois que ça explique et ça accompagne, je dirais, ce renouveau vers l'Afrique. Alors ce renouveau, il n'est évidemment, je dirais, pas le fait du hasard. Pour nous, il y a essentiellement 2 raisons objectives, au-delà de l'affectif, bien évidemment, et du politique, dont il a été question. 2 raisons objectives. C'est évidemment l'augmentation du prix des matières premières avec la volumétrie nouvelle des matières premières, et d'autre part, les annulations de la dette. Et on voit bien au jour d'aujourd'hui que toute une série de pays ont des trajectoires de croissance qui, évidemment, pour nous, dans l'Hexagone ou en Europe, nous font rêver au jour d'aujourd'hui. Mais je dirais que pour les plus anciens, je trouve que ce n'est jamais que le rattrapage de la fameuse fracture nord-sud. C'est-à-dire que pendant très longtemps, et en particulier dans les années 80, fin des années 80 et début des années 90, on a eu quand même, je dirais, un accroissement de la fracture. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, on a un rattrapage de cette fracture. Et la deuxième chose au niveau des faits que je voulais indiquer, c'est l'extraordinaire, je dirais, demande au jour d'aujourd'hui de financement qui revient auprès de la France et auprès de l'Europe. C'est-à-dire que le thème, je dirais, du besoin d'Afrique, eh bien, il peut se lire aussi maintenant dans le thème besoin de France. C'est-à-dire qu'après un certain nombre d'expériences avec de nouveaux bailleurs ou avec de nouveaux acteurs, eh bien, on sent bien chez toute une série de décideurs, chez toute une série d'acteurs, eh bien, de nouveau une demande de investissez chez nous, revenez, amplifiez, etc. Et je crois que ça fait aussi partie évidemment des balanciers de l'histoire, mais qu'évidemment nous devons répondre présent. Et en tout cas au niveau de l'AFD, nous essayons de répondre présent par le biais de l'amplification des opérations dont je vous parle. J'ai l'impression d'avoir trouvé la recette. D'abord, je crois que c'est un très bon livre. C'est le genre de livre qu'on prend le soir et en fait, franchement, on l'a terminé à l'aube, mais on n'arrête pas. Donc il y a tout. Il y a toutes les images. Il y a les images que vous évoquez dans l'esprit de nos concitoyens, qui sont des images de misère, avez-vous dit, de barbarie, avez-vous dit, etc. Oui, mais tout ça est dans le livre. Simplement, c'est mis en perspective, ça donne du sens. C'est-à-dire, on comprend pourquoi il y a encore de la misère, on comprend pourquoi il y en a moins, on comprend dans quel domaine il y en a moins, on comprend la complexité des choses, on comprend que quand il y a une démographie très forte, les aspects démographiques sont très intéressants, on peut à la fois avoir beaucoup plus de gens qui relèvent des classes moyennes et qui résolvent leurs besoins fondamentaux, et beaucoup plus de pauvres et d'exclus. Parce que les deux sont possibles. Il y a un niveau de deux. Il y a un niveau, et c'est très bien expliqué dans le livre, il y a un niveau de dynamique de croissance démographique où la pauvreté s'effondre, mais il y a tellement plus d'habitants dans l'Afrique d'aujourd'hui que dans l'Afrique vide du début du XXe siècle, qu'aujourd'hui, il y a à la fois plus de pauvres et beaucoup moins de pauvreté. Ce livre rentre dans les complexités et il donne du sens parce qu'il permet d'éclairer tout ça. Donc, au lieu qu'on sorte avec
des images, des flashs comme ça. Mais enfin, est-ce que c'est la barbarie, est-ce que c'est la misère, ou est-ce que c'est le boom des télécoms et, comme dirait Lionel Zinsou, l'Afrique émergente, quoi. Ce que M. de Villepin qualifie d'afro-optimisme béat. Alors c'est la béatitude ou c'est la misère? Mais non, ce livre, il donne du sens. Il dit voilà où on en est, voilà où on est sur le chemin, voilà comment c'était avant, c'est beaucoup mieux qu'avant, mais c'est pas bien du tout. Si on se compare à d'autres étalons de mesure, c'est très clair sur les objectifs du millénium, etc. Donc, un, c'est un livre qui donne du sens. Deux, la recette, c'est le titre. L'Afrique, c'est notre avenir. C'est très clair, on fait 1 milliard d'exportations de plus en Afrique, on a 100 000 emplois de plus induits. En France, l'Afrique, c'est notre avenir, parce que si l'Afrique est en croissance et que la France suit la croissance de l'Afrique, alors que l'incrément de croissance est allé dans les pays émergents, c'est des emplois en France. Et aujourd'hui, entre les deux continents, qui est-ce qui a plus besoin de croissance? Pour l'instant, c'est l'Europe, c'est la France. Et donc, c'est notre avenir aussi, parce que si on est bien ajusté à l'Afrique telle qu'elle croît, on aura des retombées économiques dont on a besoin. Et en même temps, la croissance du continent, c'est très clair, elle n'est pas encore, pour reprendre les mots du rapport, un développement inclusif et durable. Transformer de la croissance en développement et un développement inclusif et durable, c'est le sens de dizaines de propositions de ce rapport. Et c'est évidemment l'enjeu. By the way, j'ai l'impression que c'est aussi l'idéologie de l'AFD. Comment la croissance elle est durable, comment elle est verte, comment elle est inclusive, qu'est-ce qui se passe pour les jeunes, franchement, c'est clair. Et c'est un sursaut, et c'est quelque chose de complètement différent. On n'a jamais contracté et échangé avec l'Afrique pour être sûr que les jeunes Africains sont dans le système. Enfin, rappelons-nous toute l'histoire coloniale et immédiatement post-coloniale. On n'a jamais eu un programme de relations entre la France et l'Afrique pour que ce soit inclusif des zones rurales où il faut protéger les écosystèmes. C'est juste un renversement, ce livre, mais je dirais il va dans le même sens que les livres de Jean-Michel Severino, il va dans le même sens que le contenu des rapports. L'aide bilatérale, encore une fois, nous ne limitons loin s'en faut pas notre propos à l'aide. L'aide est une petite partie de la question, mais ça existe aussi. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'inégalités ou de contributions qui sont nécessaires. Et là-dessus, eh bien, conforter un peu et rendre plus lisible, et donc y compris par les populations, par la jeunesse africaine, la spécificité française, et c'est pas qu'affaire budgétaire, mais c'est aussi affaire budgétaire, et ça va aussi dans le domaine culturel, linguistique, mais aussi économique et des infrastructures, hein, et ben, pour nous, ça fait sens, et c'est ce qu'on essaie de dire aussi dans ce rapport. Monsieur, nous ne revendiquons pas l'exclusivité de la relation avec l'Afrique, nullement. Nous disons simplement à nos amis européens, nous essayons de tirer le char européen en lui montrant l'Afrique, c'est autre chose. Je voulais simplement indiquer que sur la plupart des grandes infrastructures, des grands projets que nous finançons, la France, et par son opérateur pivot, son acteur pivot, l'AFD, est très rarement seule en opération de développement bilatéral, et que nous sommes très souvent avec évidemment le Fed et aussi avec la Banque européenne d'investissement, plus évidemment parfois la BAD et la Banque mondiale. Donc je dirais, il faut bien se dire que sur toutes les très grosses opérations, eh bien, il y a évidemment pluralité d'acteurs, et que le fait d'être l'acteur bilatéral important que nous représentons, nous, Français, eh bien, est quelque chose qui est un petit peu, je dirais, un ferment d'intérêt, je pense, pour, par exemple, nos amis européens. Mais je crois que véritablement, pour le futur, eh bien, il faut que ce ferment puisse, comme il est dit dans le rapport, je dirais, être peut-être plus important en termes bilatéral, mais que véritablement, l'époque où on était tout seul est totalement révolue. Merci, parce qu'on voit que... Notre rapport, d'abord, vous avez évoqué 3 choses différentes. Premièrement, nous préconisons, nous, de rationaliser notre outil d'intervention en Afrique, en y mettant plus de coordination. C'est des propositions de structures qui concernent le ministère. C'est une chose. On apprécie pas, mais il s'agit d'améliorer notre efficacité gouvernementale. Premier point. Deuxièmement, la France-Afrique, encore une fois, c'est nous qui sommes agacés. Depuis 10 ans, on nous parle en sautant comme un cabri, France-Afrique, c'est quoi? Il y a des relations d'État à État qui existent tous les jours, et elles continueront demain. On peut ne pas apprécier la couleur ou l'étiquette politique de celui qui est à la tête de l'État, mais c'est ainsi. Ou alors, si on ne fait
de diplomatie ou de commerce qu'avec les seules pures démocraties, eh bien, on va se retrouver dans un splendide isolement. S'il s'agit de dénoncer les pratiques individuelles de gens qui usurpent des fonctions pour faire du fric, vous avez parfaitement raison, et comme tu l'as souligné, aujourd'hui, c'est vraiment à l'état infinitésimal. Troisièmement, ce rapport dit quoi simplement? J'avais cru être à peu près clair au début. Il s'agit de dire ce continent est une formidable opportunité pour la France, pour les intérêts de la France. Il faut donc, nous considérons que c'est un axe stratégique essentiel, donc mettons le paquet là-dessus. Et dans le cadre d'un partenariat parfaitement égalitaire avec nos amis africains qui eux-mêmes ont leurs propres intérêts. Voilà. Voilà, Janine. Nicolas Bénin, bonjour. Bonjour Roger. Voilà, donc nous venons de sortir de cette conférence de presse que vous avez posé votre question concernant l'Afrique et le franc également. Bon, la réponse a été lapidaire et aussi ça gênait un peu les intervenants. Pensez-vous de cette conférence? D'abord, on va toujours dire c'est toujours un mérite de sortir un rapport. Vous savez, les rapports sortent, ils s'accumulent. Mais je dis c'est un mérite de sortir ce rapport et j'encourage d'ailleurs. Pourquoi? Parce que il est diligenté par le sénateur Jean-Marie Bockel, dont on sait qu'il a été secrétaire d'État à la coopération et quand il était secrétaire d'État, il avait fait un discours qui lui a valu sa place en disant je rêve d'être le ministre qui va enterrer la France-Afrique, et on a bien vu la suite. Deuxième chose, aujourd'hui, c'est le titre du rapport assez évocateur, l'Afrique est notre avenir. Nous sommes à l'AFD. L'avenir pour la France. Oui, bien évidemment, voilà. Bien évidemment. L'avenir de la France, c'est de savoir dans quel sens l'Afrique serait l'avenir de la France, quand on sait que depuis 50 ans, l'Afrique francophone est déjà sous-jacente monétairement à la France. Est-ce qu'il y a un nouvel avenir, c'est-à-dire un nouvel élan qui est aujourd'hui reconnu? Ça, on peut le dire. Deuxième chose, c'est que ce rapport arrive quelques jours, 15-20 jours avant le sommet de la sécurité organisé par le président Hollande de la France, où il y a une quarantaine de chefs d'État africains qui vont arriver. Donc, le rapport, vraiment, il arrive à brûle pour point. Est-ce une coïncidence? Je ne sais pas. Quel va être l'impact de ce rapport qui a un certain nombre de propositions dites majeures dans l'organisation structurelle du sommet? Ça, on n'en sait rien. Est-ce que ce rapport va faire l'objet d'une commission parlementaire pour qu'elle fasse débat au niveau des deux chambres, la première l'Assemblée, la seconde le Sénat, et que de ce rapport sorte un texte de loi? Ça, c'est encore autre chose. Quelle va être l'influence réelle de ce rapport dans la relation intime qui existe entre la France et les pays africains? Je ne sais pas. Toujours est-il que le mérite revient à Jean-Marie Bockel, dont on connaît le franc-parler sur les relations entre la France et l'Afrique. Et quand on a dit ça, on se dit, est-ce qu'il faut s'arrêter là? Oui, il faut s'arrêter là pour une raison simple, c'est qu'on a vu, c'est un confrère de Public Sénat qui anime ce débat. Va-t-il lui-même soulever cette question en Public Sénat? Je ne pense pas. Parce que dès qu'on ouvre la boîte de Pandore, on va loin. On peut dire... Pourquoi est-ce que je dis que c'est un bienfait ce rapport? Parce qu'il soulève une problématique qui est centrale. Donc, est-ce que pour la première fois, on rend officiel un certain nombre de choses? Donc, on décomplexe. Quand on a décomplexé, il faut border. Parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que beaucoup d'Africains et même de Français ne comprennent pas réellement je veux dire que la relation entre les pays africains francophones et la France, parce que ceux qui savent de cette relation, c'est la misère, il faut apporter de l'aide, il n'y a rien, c'est la succession des coups d'État. Nous avons remarqué à travers ces discours d'aujourd'hui. Que disent les médias, notamment français, qui parfois ont une orientation béhavioriste, c'est il n'y a rien, il n'y a rien là-bas, il faut tout apporter, ils crèvent de faim, c'est quoi, c'est la dictature et tout, et voilà qu'un rapport sort. On dit, attention, il n'y a pas que ça. Oui, comment est-ce qu'on va inverser la tendance au niveau des médias? Et comment les médias vont-ils reconnaître, fussent-ils d'État, que leur analyse était, on ne peut plus biaisée? On comprend
qu'il faut arrêter le prisme d'analyse depuis Paris et aller sur le terrain. Alors, vous l'avez posé cette question d'ailleurs. Que pensez-vous de cette agence française de développement quand on est ici? Est-ce qu'on ne peut pas aller à l'encontre de la France en tenant un autre discours? Je ne pense pas. Pour une raison simple, c'est un formidable instrument pour la France, l'AFD, au même titre que la souveraineté monétaire qu'elle assure. L'Afrique, ce sont des souverainetés, ce sont des outils stratégiques. Hein. On ne peut pas accuser un pays comme la France d'avoir mis en place l'AFD. Ils ont mis en place une stratégie d'acquisition des parts de marché. La France a besoin de reconquérir les parts de marché qu'elle a perdues grâce aux nouveaux intrants en Afrique qui sont l'Inde, la Chine et le Brésil. La diplomatie française est en pleine mutation, c'est-à-dire elle est offensive aussi sur le plan économique parce qu'elle se dit mais c'est pas possible. Les Chinois sont arrivés, mais les Chinois sont là depuis une trentaine, plus de 40 ans. L'Inde et le Brésil arrivent, les Sud-Africains arrivent, les BRICS arrivent et on voit les BRICS prendre des parts de marché et les BRICS sont allés plus loin, c'est-à-dire ils décident de créer une espèce de banque mondiale africaine, ce que voulait déjà faire la Libye à l'époque, ça a volé en éclats. Mais donc la France comprend qu'elle est au carrefour et que si elle ne saisit pas, la fenêtre de tir, mais elle reste sur le carreau par rapport aux pays africains parce que les BRICS n'entendent pas laisser les parts de marché continuer à grandir au niveau par rapport à la France. Non, la France est en pleine reconquête, en pleine restructuration de la conquête, cette fois-ci pas politique, mais économique. Et ça, on regrette une chose, c'est que la première conquête a été une conquête politique en disant liberté, égalité, très bien, sauf que il faut construire. Quand il faut construire, on vous parle de liberté aussi. C'est pas que ce soit antinomique, c'est un peu compliqué. Alors la question se situe à ce niveau, à savoir, les Chinois sont là, ils ont apporté leur valeur ajoutée, on voit les travaux. Quand on regarde le Congo-Brazzaville, le président John Siping arrive au Congo. Il y a le tollé en France, on dit pourquoi elle est là, et on déroule les tapis rouges quand le président chinois arrive à Paris. Que pensez-vous de tout cela? Mais une fois de plus, ça c'est, comme on dit, vous savez, le temps de la guerre froide existe encore pour un certain nombre, et puis ça c'est la bataille de la communication. Celui qui gagne la bataille de la communication est premier. Or, aujourd'hui, c'est très difficile de gagner cette bataille de la communication ou de l'instrumentalisation. C'est Philippe Séguin qui parlait toujours de lobotomisation. Et ça, c'est très important. Il fut un moment où on ne voulait pas voir la réalité, on dit non, ils n'ont rien. Mais ils ne tombent pas des nues par rapport à la Chine. Mais l'une des plus grandes zones comment on appelle ça, franche en France a été signée par le président Hu Jintao. Ça veut dire que les Chinois vont fabriquer en France et entrer dans la pénétration du marché, la stratégie de pénétrer un marché. Et les Chinois, ils sont là. On peut, que l'on veuille ou pas, on a vu le nouveau président chinois, comme vous le dites si bien, la première visite accordée, c'est vers les pays africains parce qu'ils savent qu'il y a une véritable valeur ajoutée, il y a les matières premières et leur question elle est économique. Ils posent la question de développement économique et non la question de souveraineté politique parce qu'il ne faut pas inverser les choses. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut faire une bonne politique si on n'a pas de souveraineté économique, c'est quasiment impossible. Non, les Chinois, question des Chinois, et puis ils sont plus d'1 milliard. Il faut nourrir tout ce monde-là, il faut avoir un certain nombre de matières premières pour accompagner leur économie qui a un taux de croissance qui caracole aux 2 chiffres. Alors ils vont chercher d'une façon assez froide d'ailleurs là où il y a les richesses. Et quand on regarde le développement de ce que les Chinois font en Afrique, mais que l'on critique ou pas, le problème il est la vieille femme qui est dans le Kioulou, machin, peut partir de Pointe-Noire, de machin, pour aller vendre son manioc à Brazza, traverser le fleuve, revenir. De Lizy, aller jusqu'à Pointe-Noire. Tout à fait. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le développement. Et quand on voit la politique c'est très intéressant de voir les grands axes, Zinsou l'a dit, mais c'est quoi? C'est quand la présidente de la Commission de l'Union africaine arrive aux affaires, elle axe son programme sur celui de Donald Kaberuka. C'est quoi? C'est le développement par les infrastructures. C'est développer les infrastructures pour développer l'économie et booster les économies. Donc, à partir du moment où ces 2 institutions sont en phase, la question qui se pose, c'est la question du financement et non du débat, puisque les plans de financement sont là. Deuxième mesure que les chefs d'État africains ont prise au niveau de l'Union africaine, c'est la matérialisation, 2017 au plus tard, des frontières, parce que le problème aussi se posait. Si on a la porosité
porosité des frontières, on a du mal. Les fluctuations économiques échappent au niveau pays. Donc, cet ensemble de mesures qui sont prises nous amène à dire, oui, il faut que les rapports aillent de plus en plus loin parce que les diasporas sont prêtes. Les diasporas sont prêtes, pas uniquement au débat, mais au fait. Oui, alors on a remarqué dernièrement, le ministre de la coopération ici en France est allé au Kenya pour faire la prospection, rencontrer des grandes entreprises. Ça nous a étonnés. On quitte la zone franc pour aller à la zone anglophone, et faire en fait du pied aux investisseurs anglophones. Ils veulent pénétrer ce marché. Mais Nicolas Sarkozy a défini la stratégie du triangle, qui est l'Angola, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Format, ça a été défini par Sarkozy dans sa stratégie de conquête économique et de faire venir à la fois les investisseurs et de rentrer du fric, parce que la crise, elle est là. Elle est là, il faut aller chercher les investisseurs où ils sont, il faut aller chercher les moyens où ils sont. Donc ça ne me surprend pas. Deuxième révolution qu'il y a eu sur Sarkozy, c'est la mutation de la diplomatie. Être offensif, pas uniquement sur le plan politique, parce qu'ils ont atteint le paroxysme, mais sur le plan économique. On veut avoir les informations sur comment ils dorment, ce qu'ils mangent, ce dont ils ont envie, pour qu'on pénètre le marché. Donc la question du marché s'est posée dans cette diplomatie, et le président Hollande a renforcé, dans sa dernière rencontre avec les ambassadeurs, il a renforcé cet axe-là offensif sur la diplomatie économique. Alors, ma dernière question serait au niveau du Quai d'Orsay. On parle du Quai d'Orsay, et Bockel a fait allusion au Quai d'Orsay, a fait allusion également à Bercy, les grands paquebots. Tout à fait, les grands paquebots. Oui, mais ces deux-là sont le pourvoyeur de Franc-Afrique. Comment faire pour couper le cordon? D'abord, la façon de couper le cordon, c'est que nous, journalistes, on casse un peu cette histoire de Franc-Afrique et que l'on aborde le sujet différemment, c'est-à-dire sur économie, on nous a amené sur le prisme de l'analyse politique pendant longtemps et ça a baigné dans toutes les rédactions en oubliant ce qui faisait provoquer la croissance, c'est l'économie. Parce que si on discute des agrégats économiques, alors on a les vraies choses en face et on peut interpeller les politiques sur la question économique et non sur la question purement politique. Merci Nicolas Bénin pour e-Magazine, bien entendu, et Roger Bongos pour Afrique d'Action. Merci à vous. Merci mille fois, merci à vous téléspectateurs. Me dit-on, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Afrique d'Action. À ciao. Merci à vous.